Résumé de l'épisode précédent. Donc nous avons vu que ce qu'il y a de commun entre une image, une représentation, quelle qu'elle soit, et la réalité qu'elle représente, c'est la forme de représentation de cette image. Toute image doit avoir au minimum une forme de représentation qui est la forme logique. C'est-à-dire que la logique est un élément fondamental de la réalité. Et j'avais dit, il me semble, que faussement, ou du moins ça demande à être compliqué ce que je vais faire, qu'on avait là un point où Wittgenstein tranchait sur une question sur laquelle Russell avait évolué, je ne me souviens plus d'ailleurs dans quel sens. La logique est-elle dans la nature, s'impose-t-elle à la réalité ou s'impose-t-elle à notre esprit? Les lois de la logique sont-elles des lois de la réalité ou des lois de notre esprit? Et à partir de cette idée que toute représentation doit être logique, doit avoir avec la réalité un caractère logique, j'avais dit c'est net, la logique est dans la réalité, la logique s'impose à la réalité. Mais en fait, j'ai oublié d'insister hier sur le fait que pour Wittgenstein, on n'a pas l'un ou l'autre, la logique dans la réalité ou la logique dans notre esprit. Bon, certes, il faudrait peut-être distinguer entre esprit et pensée, mais je ne vois pas trop d'éléments de Wittgenstein. En fait, il faudrait que je relise tous ces textes et pas simplement ceux sur lesquels j'ai décidé principalement de m'appuyer pour voir s'il fait ou non une différence et quelle différence il fait. Mais on a vu hier donc que l'image logique des faits est la pensée, c'est-à-dire que en fait la logique n'est pas simplement la réalité, la logique constitue notre pensée. Donc ce n'est pas comme les hésitations de Russell ou dans la nature ou dans notre esprit. Alors je reconnais que je passe un peu rapidement de notre esprit à notre pensée, mais c'est vraiment dans les deux. Donc la logique est dans la réalité, la logique constitue notre pensée, mais par ailleurs la pensée et la proposition pourvue de sens et la totalité des propositions et la langue, c'est-à-dire que la logique est de manière essentielle, de manière fondamentale, langagière. Il y a donc une étude de la logique qui va devoir être une étude de la langue. Et cette étude de la logique est une nécessité puisque donc la logique, les rapports logiques sont des rapports qui sont dans la réalité. Donc en fait, étudier la logique, ça va être pour Wittgenstein, pour le Wittgenstein du Tractatus, un moyen détourné d'étudier la réalité. Donc la logique est dans la langue, mais suffit-il d'étudier la langue ou faut-il étudier la langue pour étudier la logique en tant qu'elle constitue, qu'elle est dans notre pensée
et qu'elle est dans la réalité? La réponse est oui et non, mais plutôt non, c'est-à-dire pas n'importe quelle langue, puisque Wittgenstein dit aussi, c'est le 4002 donc que nous avons vu hier, que la langue déguise la pensée. Notre pensée est sous la langue, le terme est déguise. En qu'est-ce que c'est en allemand? 4 0 0 2 Verkleidet, oui, c'est même plus que déguise. Tiens, j'ai bien l'impression que ou alors je me trompe et mes souvenirs de l'allemand sont mauvais, mais Verkleiden, il me semble qu'il y a vraiment l'idée sur laquelle il enchaîne d'ailleurs, de Kleiden, de vêtements. La logique est un vêtement qui est, la langue est un vêtement qui est passé par-dessus notre pensée, c'est-à-dire par-dessus la logique. Le vêtement à la fois montre que le corps est là, encore qu'il pourrait être posé sur bon, là, il n'y en a aucun de posé, mais il pourrait être posé sur un porte-vêtement. En même temps, on voit, est-ce qu'on voit ici quand je me pousse, oui, ça y est, on voit l'endroit où les vêtements ne sont pas posés, mais il peut y avoir un vêtement sans corps sous le vêtement. Dans ce cas, on sait qu'il n'y a pas de corps sous le vêtement, mais quand le vêtement recouvre le corps, le vêtement empêche de bien percevoir le corps, même si on sait que le corps est là. On voit l'homme invisible à cause des vêtements qu'il porte. Donc le vêtement masque son corps, mais en même temps manifeste son corps quand le corps est invisible. Mais néanmoins, on ne peut, d'après la forme extérieure du vêtement, découvrir la forme du corps qu'il habille, découvrir la forme de la pensée qu'habille la langue. Parce que, donc, et c'est là qu'on en était resté hier, les langues naturelles, celles que nous parlons couramment, celles qu'emploie Wittgenstein dans une bonne partie du Tractatus. Je dis dans une bonne partie du Tractatus et pas dans tout le Tractatus, puisqu'il y a des moments où il parle vraiment spécifiquement de la logique, où il emploie une langue logique. Dans ce cas-là, on peut considérer qu'on a une langue qui ne masque plus la pensée comme un vêtement masque la pensée, mais qui est au plus près comme un vêtement masque le corps, pardon, mais qui est au plus près de la pensée, qui est au plus près du corps. Dans la plus grande partie du Tractatus, Wittgenstein emploie un langage naturel. Il n'y a pas de termes techniques dans la plus grande partie du Tractatus. J'insiste vraiment sur la plus grande partie du Tractatus, puisque je parlerai un peu des passages où le Tractatus non pas simplement parle sur la logique, mais rentre dans des détails logiques. Là, on abandonne sans doute la langue naturelle, on abandonne ces vêtements trop amples pour aller au plus près de la pensée. Mais la plupart du temps, donc, les langues naturelles masquent la pensée,
qu'elles recouvrent, ceci à cause de leurs ambiguïtés, de leurs imprécisions, donc les homonymes, les mots homophones, les mots homographes, les mots qui donnent l'impression, parce que la structure de la phrase est la même, qu'ils sont employés de la même manière alors qu'ils sont employés de manière différente, le verbe être qui peut s'employer de plusieurs manières différentes, l'adjectif identique qui semble être un adjectif qualificatif exactement comme bleu est un adjectif qualificatif alors qu'il ne fonctionne pas de la même façon. Et puis enfin, c'est là que j'en étais resté, c'était le dernier point que je n'avais pas abordé, mais finalement est-ce bien nécessaire? On est toujours dans les ambiguïtés du langage. On a encore un même terme qui s'emploie de façon différente. Nous parlons de quelque chose, mais disons aussi que quelque chose arrive. Donc là, on peut se demander peut-être quel est le problème. Oui, nous parlons de quelque chose, nous disons que quelque chose arrive, et alors, en fait, si on y réfléchit, et tout particulièrement en allemand, parce que si je recevais quelqu'un dans ma pièce, si j'avais mieux scénarisé les instructions pédagogiques pour être innovants, ne nous disent pas tant d'ailleurs que nous devons avoir des images surprenantes, mais nous devons scénariser. Si j'avais bien scénarisé, là j'aurais j'aurais invité Grégory Jean chez moi par exemple, et il taperait à la porte, je vous dis, Grégory Jean arrive. Ce n'est pas en ce sens que nous disons que quelque chose arrive. Et en allemand, d'ailleurs, là à nouveau, on a des différences entre les langues. En fait, en français, nous pouvons parler de quelque chose ou de quelqu'un exactement de la même façon que nous disons que quelque chose arrive. Nous parlons de Grégory Jean, nous disons que Grégory Jean arrive. En fait, en allemand, il n'y a pas cette possibilité. Nous parlons de quelque chose ou de quelqu'un. Dans mon exemple, je n'avais pas pensé à Grégory Jean, et ce que j'ai sous les yeux, parce que quand vous avez l'impression que je vous regarde ou que je regarde la caméra, en fait c'est le texte de mes notes que je regarde. Donc dans mes notes, j'ai « Nous parlons d'un chien ». Alors un chien pourrait d'ailleurs arriver aussi dans la pièce, mais pas en allemand, parce que en allemand c'est, alors que je le retrouve, etwas geschieht. Ce n'est pas le verbe arriver en français. C'est vraiment quelque chose arrive, comme un accident arrive. Donc le quelque chose qui arrive en allemand, le etwas qui geschieht, si j'ose dire, dans une langue qui n'est ni du bon français ni du bon allemand, n'est pas un quelque chose dont on peut parler, encore qu'on peut parler d'un accident, mais on n'en parle pas comme d'une chose. C'est quelque chose qui arrive, mais qui arrive pas au sens de rentrer dans la pièce. Ça
ça survient. Shit happens en anglais. Est-ce que c'est ça le terme anglais? Happen. Oui, the fact of something happening. Quelque chose qui arrive. Ce n'est pas to arrive, mais c'est vraiment arriver. Ça se produit. Peut-être que une meilleure traduction, mais je vois bien pourquoi Granger ne l'aurait pas dit, c'est quelque chose se produit. Et quelque chose se produit, ça fait un peu trop référence au début du Tractatus, euh, encore que c'est ce qui a lieu. Donc, puisqu'il a mis ce qui a lieu, peut-être que plutôt que quelque chose arrive, quelque chose se produit aurait été meilleur parce qu'il n'y a pas le double sens qu'il y a dans arrive. Mais donc c'est l'idée de deux emplois vraiment différents de quelque chose. Quand nous parlons de quelque chose, l'idée c'est que nous parlons d'un objet. En fait, on pourrait presque dire nous parlons d'une chose, même si ce n'est pas le texte allemand, alors que quelque chose arrive, ce n'est pas la chose, l'objet qui arrive, c'est un événement qui se produit. Donc dernier exemple que donne Wittgenstein des imprécisions de la langue ordinaire, des symboles. Alors il parlait de symboles différents, mais on pourrait peut-être tout aussi bien dire d'ailleurs qu'il s'agit du même symbole avec des symbolisations différentes. Donc, dernier exemple, dans la proposition brun et brun, en allemand c'est grün ist grün, vert et vert, mais pourquoi le traducteur a-t-il choisi brun? Parce que je ne connais pas vraiment. Bon, ça arrive peut-être. Il peut y avoir des gens qui s'appellent vert. Encore que qu'est-ce que ça peut vouloir dire de dire de quelqu'un qu'il est vert? Oui, éventuellement. Maintenant, ça a un sens, mais pas autant de Wittgenstein, de quelqu'un qui appartient à Europe Écologie Les Verts, on pourrait dire ah c'est un vert, mais au moment où le Tractatus est écrit, ça n'y était pas. L'idée c'est peut-être il est toujours vert, c'est-à-dire il est toujours jeune au moins d'esprit, ou malgré son âge il a encore un nombre de capacités physiques qui le rendent étonnamment jeune. En français, ça ne passe pas trop néanmoins. Alors que brun et brun, il me semble que là, ça passe bien dans les deux sens. Brun avec une majuscule, ça peut être assez facilement un nom de famille. Je vous renvoie à la trilogie de Pagnol, Marius, César, Fanny. Je ne me souviens plus si je cite les titres dans le bon ordre, où vous avez un personnage lyonnais, quoique vivant à Marseille, qui est Monsieur Brun. Et je ne me souviens plus de la couleur des cheveux de Monsieur Brun dans la trilogie de Pagnol, mais on peut parfaitement dire que Monsieur Brun est brun, que Brun est brun. Donc le premier mot Brun est un nom de personne, le deuxième est un adjectif qualificatif. Donc on a bien ici le cas de mots qui ont des significations différentes et qui sont, donc dit Wittgenstein, des symboles différents. Alors
je crois vraiment que le deuxième Wittgenstein, celui des recherches, dira plutôt que c'est un même symbole qui symbolise de manière différente, mais ce n'est pas très important. On peut effectivement d'ailleurs tout aussi bien le voir comme vraiment des symboles différents. Ce n'est pas comme dans le cas d'un homonyme où il faut réfléchir un moment pour se rendre compte que il s'agit de deux mots différents qui sont employés de manière différente. Un canard, le canard est quelque chose d'important chez le deuxième Wittgenstein. Un canard, ça peut être des tas de choses différentes. Ça peut être un animal qui fait coin-coin, qui a un bec. Mais ça peut être aussi, alors je ne sais pas si c'est un terme généralement retenu ou si c'est une expression idiomatique particulière. Il me semble, l'avantage c'est que j'ai aussi mon dictionnaire sous les yeux dans mon ordinateur, donc je peux regarder et je vois qu'un canard, c'est un oiseau palmipède, mais c'est aussi, et là vraiment on est dans un cas où on peut se demander, s'agit-il de deux symboles différents ou s'agit-il du même symbole? C'est un morceau de sucre trempé dans une liqueur, dans du café. Donc ce n'est pas une expression idiomatique locale, c'est vraiment quelque chose qui est attesté par un dictionnaire. Et d'ailleurs, il y a un troisième sens, un canard, c'est aussi un son criard, une fausse note faite en chantant ou en jouant d'un instrument de musique. Et en fait, en continuant à regarder mon dictionnaire, je vois qu'il y a même un chien canard, mais là, ce n'est plus un canard, c'est un chien, c'est une variété particulière de chien. Donc vous avez ce que là, mon dictionnaire considère comme le même symbole, parce qu'il s'agit toujours de la même entrée canard, avec des sens néanmoins très différents. Le dictionnaire le considère comme un même symbole parce qu'il considère que les sens 2 et 3 dont on pourrait presque dire, si on veut parler de symboles différents, qu'il s'agit de symboles différents, qu'il s'agit d'homonymes et pas du même mot, mais l'origine de ces sens différents, c'est le sens premier du canard. Pourquoi est-ce que le morceau de sucre trempé dans une liqueur, dans du café, est un canard? Parce que en fait, on a pour le canard, l'oiseau, une expression dans laquelle il apparaît mouillé, trempé comme un canard, ça veut dire très mouillé. Et justement, le morceau de sucre trempé dans une liqueur, dans du café, est trempé comme un canard, et c'est en ce sens que c'est un canard. C'est une figure de style qui porte un nom, mais que j'ai oublié. De la même façon, le canard, son criard, fausse note faite en chantant ou en jouant d'un instrument de musique, c'est parce que quand on écoute le canard, l'oiseau, sans être soi-même un canard, on trouve que le son du canard est déplaisant et donc on emploie le terme canard de manière péjorative pour un son.
Voilà, je me suis peut-être un peu éloigné de Wittgenstein pour expliciter ces exemples de faiblesse de la langue naturelle. Mais comme dans le deuxième Wittgenstein, je reviendrai sur ces questions de langue naturelle, il me semble que, en fait, je ne m'en suis pas vraiment éloigné en explicitant donc ce qui est pour le premier Wittgenstein, pour celui du Tractatus, un certain nombre de faiblesses de la langue naturelle. Mais c'est plus grave que simplement la langue naturelle, parce que le premier Wittgenstein est encore finalement, même si on va considérer qu'il est très critique de la philosophie, de la philosophie traditionnelle, on peut peut-être penser aussi qu'il a sur la philosophie traditionnelle un regard justement traditionnel. La philosophie est quelque chose de noble, la langue naturelle, finalement, ça n'a rien de très noble, c'est peut-être indigne, et si les faiblesses de la langue naturelle n'affectaient que la langue naturelle, ce ne serait pas dramatique. Le problème pour le premier Wittgenstein, c'est que les faiblesses de la langue naturelle sont des faiblesses qui vont affecter la philosophie. Parce que malgré tout leur langage savant, les philosophes partent de la langue naturelle. Ainsi, après avoir donné un certain nombre des faiblesses, des ambiguïtés de la langue naturelle, c'est tout de suite enchaîné avec l'exemple de brun et brun, où on a des symboles différents alors que l'on a en apparence le même mot. Pas vraiment d'ailleurs. Je me rends compte que en fait, l'exemple brun et brun n'est peut-être pas le meilleur exemple sur lequel terminer, puisque que ce soit en allemand, en anglais ou en français, le premier brun ou rune est un nom de famille, est un nom propre, donc s'écrit avec une majuscule. Le deuxième est un adjectif qualificatif et s'écrit avec une minuscule. Donc effectivement, les mots sont des symboles différents, mais tellement différents que en fait on ne peut pas véritablement les confondre puisqu'ils s'écrivent de manière différente. Le problème est bien plus grave. Et là, il va affecter la philosophie. Dans le cas du verbe être que mentionne Wittgenstein et sur lequel j'ai développé hier, ou dans le cas de l'adjectif identique sur lequel j'ai développé ici. Dans ce cas-là, le verbe être, l'adjectif identique, les structures de phrases similaires alors que les contenus sont différents. Je vous redonne mon exemple qui n'est pas celui de Wittgenstein, il n'en donne pas, mais qui me semble-t-il illustre bien ce qu'il veut dire. Les apôtres sont masculins, les apôtres sont 12. Là, on a
des faiblesses de la langue naturelle, qui n'affectent pas que la langue naturelle, qui vont affecter aussi la philosophie. Donc c'est le 324. Ainsi naissent facilement les confusions fondamentales dont toute la philosophie est pleine, précise-t-il entre parenthèses. Donc la philosophie, toute la philosophie est pleine de confusions fondamentales en raison des faiblesses de la langue naturelle. Le problème vient de ce que la philosophie s'appuie sur la langue naturelle sans prendre suffisamment de recul par rapport à la langue naturelle. Et en fait, je vous avais dit que les devoirs que je vous donnais, c'était pour que vous puissiez les aborder tout de suite. Je me rends compte que ici, en fait, j'ai un peu triché, mais je suppose quand même, enfin, je vous ai dit de les attaquer très vite, mais pas de les finir très vite. Et je suppose, j'espère que personne d'entre vous n'a déjà fini la dissertation que je vous ai donnée. On a peut-être ici un point commun entre Russell et Wittgenstein, mais pas seulement entre Russell et Wittgenstein. Enfin, je ne veux pas parler d'autres auteurs dont je parle par ailleurs, mais cette importance finalement de la philosophie qui, à partir d'une mauvaise analyse ou d'une analyse insuffisante du langage naturel, en vient à se tromper. C'est peut-être un peu, je dis peut-être un peu parce que je parle de mémoire, je n'ai pas le texte sous les yeux, je pourrais facilement l'avoir sous les yeux puisque je suis devant mon ordinateur, mais je ne veux pas trop traiter le sujet que je vous ai donné. C'est peut-être l'un des éléments qu'il peut y avoir dans le texte de Russell sur lequel vous avez à disserter, que le texte que vous avez à commenter, pardon, ne confondons pas commentaire et dissertation. Donc la philosophie est pleine de confusion fondamentale parce que elle ne prend pas suffisamment de recul par rapport aux ambiguïtés de la langue naturelle. Elle croit analyser, mais elle se laisse en fait tromper par ces ambiguïtés de la langue naturelle. Et j'insiste, toute la philosophie est pleine de ces confusions fondamentales. Alors, il ne s'agit pas de dire est-ce que c'est un euphémisme? On va très vite se reposer la question, mais dire que toute la philosophie est pleine de confusions fondamentales, ce n'est pas dire que la philosophie est toute constituée uniquement de confusions fondamentales. Il y a peut-être aussi dans la philosophie autre chose que des confusions fondamentales. Mais au moins dire que toute la philosophie en est pleine, c'est dire, me semble-t-il, que dès qu'on fait de la philosophie, on va, je veux dire, dès qu'on étudie la philosophie, mais aussi bien sûr que dès qu'on en fait, on va rencontrer des confusions fondamentales, on va être victime de ces confusions fondamentales, parce qu'on va être victime des ambiguïtés que nous ne percevons pas de notre langue naturelle. Nous ne le percevons pas parce que nous comprenons. Mais vraiment, l'idée de Wittgenstein, c'est que nous ne nous comprenons pas grâce à ces ambiguïtés. Et
on a des cas dans lesquels les ambiguïtés peuvent effectivement nous empêcher de comprendre. Nous nous comprenons malgré les ambiguïtés. Et d'une certaine façon, les ambiguïtés qui ne nous empêchent pas de nous comprendre sont peut-être plus graves que celles qui nous empêchent de nous comprendre, sont peut-être plus graves pour la philosophie que celles qui nous empêchent de nous comprendre. Parce que quand nous avons une ambiguïté qui nous empêche de nous comprendre, ça signale directement pour les philosophes, ça peut signaler directement pour les philosophes un problème. Alors que quand nous ne nous rendons pas compte de l'ambiguïté parce que nous comprenons, nous ne voyons pas quel est le problème et nous nous lançons dans des raisonnements philosophiques complètement faux, complètement à côté de la plaque, parce que donc il s'appuie sur une ambiguïté du langage qu'ils ne perçoivent pas comme une ambiguïté. Et il continue là-dessus, alors pas immédiatement. Je vous ai dit que je m'éloignais un peu au fur et à mesure de l'ordre strict du terme. Et là, je viens de vous lire et de vous commenter le 3-3 de 4. Du 3-3 de 4, je saute au 4-0-0-3. La plupart des propositions et des questions qui ont été écrites touchant les matières philosophiques ne sont pas fausses, mais sont dépourvues de sens. Donc là, à nouveau, on peut se poser la question que j'ai déjà posée il n'y a pas longtemps à propos de toute la philosophie. Quand il dit la plupart, est-ce que c'est un euphémisme ou est-ce qu'il faut entendre qu'il y a quand même quelques propositions et questions qui ont été écrites touchant les matières philosophiques qui ne sont pas fausses. Donc, si c'est un euphémisme, j'ai l'impression que je me suis mal exprimé, mais vous m'avez compris. À nouveau, là, un exemple si vous m'avez compris, un exemple du fait que les ambiguïtés du langage, y compris la mauvaise expression de quelqu'un oralement, n'empêche pas de comprendre ce qu'il veut dire. C'est sans doute plus difficile par écrit. J'insiste beaucoup, relisez attentivement vos commentaires, relisez attentivement vos dissertations. Dans un commentaire ou dans une dissertation, on n'a pas l'accès que l'on peut avoir aux pensées de quelqu'un, pensée essentiellement langagière, mais néanmoins on peut avoir un accès par les traits de son visage, par les intonations de sa voix. Dans un texte écrit, il n'y a que le texte écrit et donc il est nécessaire vraiment de se relire pour s'assurer que l'on n'a pas écrit le contraire de ce que l'on voulait dire ou autre chose que ce que l'on voulait dire. Donc ce que je voulais dire ici, c'est que quand Wittgenstein écrit que la plupart des propositions et des questions qui ont été écrites touchant les matières philosophiques ne sont pas fausses, mais sont dépourvues de sens, il peut l'écrire, me semble-t-il, en deux sens différents, justement. Il peut l'écrire au sens strict. La plupart des propositions et des questions qui ont été écrites touchant les matières philosophiques ne sont pas fausses, mais sont dépourvues de sens. La plupart au sens strict, c'est la plupart. C'est-à-dire que beaucoup
la plus grande partie des propositions et des questions qui ont été écrites touchant les matières philosophiques ne sont pas fausses, mais sont dépourvues de sens, il y a quand même de ça de là quelques propositions et questions qui ont été écrites touchant les matières philosophiques qui, qui ne sont qui ne sont pas fausses et qui ne sont pas dépourvues de sens. Ou peut-être qui ne sont pas dépourvues de sens, mais qui sont fausses. Mais disons que dire que la plupart ne sont pas fausses, mais sont dépourvues de sens, si on le comprend strictement, ça veut dire, de temps en temps, les philosophes ont pu écrire des propositions qui ont un sens, et peut-être que dans ces rares propositions qui ont un sens, il y en a qui sont vraies, il y en a qui sont fausses. Donc la plupart de la philosophie, c'est complètement on parle pour ne rien dire, mais il y a quelques pépites dans ce discours philosophique plein de boue, plein de propositions dépourvues de sens. Ça, c'est la façon la plus gentille pour la philosophie de comprendre ce qu'écrit ici Wittgenstein. Il y a une façon encore plus méchante pour la philosophie de le comprendre, c'est que quand il dit la plupart, il use en fait d'un euphémisme et il veut dire toutes les propositions et les questions qui ont été écrites touchant les matières philosophiques ne sont pas fausses, mais sont dépourvues de sens. Donc ça, c'est vraiment méchant pour la philosophie, parce qu'il n'y a même pas de pépite. Tout ouvrage philosophie, c'est une bouillie insipide qui, si on y réfléchit bien, est simplement un assemblage de sons dont on se rend compte à la réflexion qu'ils ne veulent rien dire. Et donc, alors, vraisemblablement, quand il écrit ça, Wittgenstein est proche de Russell, donc je suppose que ce n'est pas une clé employée, encore que ça pourrait l'être de manière ironique, enfin, non pas que vous feriez de l'ironie, mais ce serait assez ironique que cette analyse puisse s'appliquer au texte de Russell, à savoir que on ne peut en aucune manière commenter le texte en montrant qu'il pose des questions philosophiques profondes, puisqu'il ne peut pas en poser, on peut seulement établir son non-sens. D'ailleurs, d'une manière générale, je vous déconseille dans, je pense, quelques commentaires que ce soit, ou quelques dissertations que ce soit, bon, sauf avec moi si vous le faites très bien, parce que j'aime bien ce qui peut être un peu provoquant, mais je vous déconseille d'une manière générale d'être Wittgensteinien à cette façon. Si vous avez à commenter un texte philosophique, essayez d'éviter d'établir que tout ce texte philosophique ne pose pas véritablement de questions philosophiques, mais que tout ce texte est un ensemble de non-sens, et essayer d'éviter d'établir le non-sens de ce texte. Essayer de l'éviter, d'autant plus que j'ai déjà eu l'occasion, mais on ne le répétera, et je ne le répéterai jamais assez. C'est très facile d'établir le non-sens de quelque texte que ce soit. Il suffit de ne pas le comprendre et de faire partager sa mécompréhension du texte, et comme ça on établit
le non-sens du texte. Disons que dans un deuxième temps, peut-être, si vous avez un devoir à la maison et que vous prenez beaucoup de temps pour le faire, vous pouvez peut-être effectivement, dans un premier temps, le traiter de manière philosophique traditionnelle en montrant à quel point les questions que pose le texte sont importantes et de quelle façon admirable, même si elle peut être critiquable, ça ou là, l'auteur répond à ces questions philosophiques profondes. Et dans un deuxième temps, vous pouvez être Wittgensteinien et montrer que ben non, en fait, ce texte dont vous avez donné l'impression qu'il posait des questions philosophiques profondes, en fait, c'est un ramassis de non-sens. Mais la première phase est vraiment très importante. Et je ne pense pas que dans un devoir en temps limité, vous ayez le temps, même avec plus de temps, 6, 7 heures comme dans les concours, que vous ayez le temps de d'abord traiter le texte en profondeur et ensuite montrer que le texte est une suite de non-sens. Donc évitez là-dedans éviter d'une manière générale de suivre le conseil de Wittgenstein. Vous pouvez peut-être éventuellement, dans un mémoire de master ou dans une thèse, parce que là, vous avez vraiment du temps pour travailler, de moins en moins malheureusement dans les mémoires de master et même dans les thèses, mais quand on prend du temps, on peut, me semble-t-il, vraiment commencer par faire apparaître le sens du texte avant de faire apparaître son non-sens. Bon, j'en reviens à Wittgenstein. Pour la plupart, peut-être toutes, donc des questions, des propositions et des questions touchant les matières philosophiques, on ne peut y répondre, on peut seulement établir leur non-sens. Une remarque, là je viens beaucoup de parler des commentaires de texte, il me semble que pour une dissertation, la question se pose un peu différemment. Euh, il me semble qu'un conseil qu'on donne généralement pour une dissertation, bon, ça ne s'applique peut-être pas à une dissertation telle que je vous ai donné, une dissertation qui est une phrase, mais pour les dissertations traditionnelles qui peuvent être des questions ou des expressions un peu courtes, le conseil, me semble-t-il, que l'on donne pour traiter une dissertation, c'est d'interroger la question, interroger le sujet. Interroger la question, interroger le sujet, ça peut être faire apparaître le non-sens de la question, faire apparaître le non-sens du sujet. Mais bien sûr, le conseil est toujours le même. Il ne s'agit pas de le faire apparaître d'une question immédiate et mauvaise. Je n'y comprends rien, donc c'est idiot. Je parlerai bientôt de la question du scientisme. Les gens qui sont sur des positions scientistes sont très forts là-dessus par rapport aux questions philosophiques. Moi, je suis un scientifique, donc je ne suis pas un idiot. Et quand je lis Derrida, je n'y comprends rien. Donc, c'est que Derrida ne veut rien dire. Derrida, c'est un effet de mode, mais en fait, c'est un ensemble de non-sens. C'est complètement idiot. Donc ça, ce n'est pas ma position, mais c'est une position
qui existent. Donc je dis chez les gens qui ont des positions scientistes, mais les scientifiques ne sont pas les seuls à avoir des positions scientistes. D'ailleurs, tous les scientifiques n'ont pas des positions scientistes. Certains philosophes peuvent avoir aussi des positions scientistes. Vous avez des philosophes qui adhèrent pleinement à la version la plus simplifiée de ce que l'on peut tirer du premier Wittgenstein, du Tractatus. La plupart des textes philosophiques sont de vastes suites de non-sens. Il ne s'agit pas d'essayer de répondre aux questions qu'il pose, il s'agit simplement d'établir leur non-sens. Et après, donc, quand vous n'êtes pas philosophe, vous avez même la ressource paresseuse de dire mais je ne vais pas perdre de temps à établir son non-sens, c'est idiot, je le vois bien, donc je passe à autre chose et je laisse les philosophes se mêler de ces sottises. Donc voilà le 4003. Alors voilà, pas tout à fait. Je n'ai pas terminé mes notes et je n'ai pas terminé le passage. Wittgenstein continue, mais me semble-t-il ne fait que préciser ce qu'il vient de dire. La plupart des propositions et questions des philosophes découlent de notre incompréhension de la logique de la langue. Il me semble que il y a un passage qu'il convient de noter là entre des philosophes et notre incompréhension. C'est d'une manière globale, c'est nous tous qui comprenons de travers la logique de la langue. Mais les seuls pour lesquels ça pose problème, ce sont les philosophes. Parce que dans nos pratiques quotidiennes, malgré notre incompréhension de la logique de la langue, nous nous comprenons. Donc notre langue a beau être illogique, elle est suffisante pour nos pratiques. Par contre, les gens qui veulent s'en saisir pour poser des questions qui croient profondes, les philosophes vont se contenter, eux, de parler pour ne rien dire. Au lieu de constater que nous ne comprenons pas la logique de la langue, ils se saisissent de cette incompréhension qu'ils ne prennent pas pour telle et ils croient qu'il y a là, derrière cette incompréhension, des questions profondes. Exemple que donne tout de suite Wittgenstein, et là on voit bien la composition assez subtile quand même du Tractatus, ce qui me fait dire que d'une certaine façon c'est un ouvrage d'art, c'est que quand on le lit attentivement, on se rend compte, donc là je m'en suis rendu compte pour certains passages, mais pas pour tous, parce que finalement c'est la première fois que pour préparer ce cours je lis attentivement le Tractatus. Jusqu'à maintenant j'en étais resté simplement à l'idée le deuxième Wittgenstein m'intéresse plus que le premier, je ne vais pas me fatiguer à lire le premier, ce qui m'empêchait quand même de voir donc un certain nombre de qualités
du premier Wittgenstein, un certain nombre de qualités du Tractatus, à savoir sa composition subtile, ce qui me fait dire que d'une certaine façon, le Tractatus est un ouvrage artistique. Il y a, disais-je tout à l'heure, et j'y reviendrai, mais pas très longtemps, parce que ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus, encore que si je m'y penchais plus, je me rendrais compte peut-être qu'il y a aussi des richesses que je méprise à tort, mais il y a des passages dans lesquels Wittgenstein essaie d'être au plus près d'une pure langue logique, d'enlever le masque que sont les vêtements de la langue naturelle pour aller au plus près du corps. Mais le Tractatus est aussi écrit en grande partie en langue naturelle, et dans la langue naturelle, avec les vêtements, on peut avoir des vêtements assez moches. Les miens, en général, je ne me préoccupe pas de bien m'habiller, de m'habiller de manière recherchée. Je me rends compte que brusquement j'ai eu tort, parce que là je suis habillé comme d'habitude, c'est-à-dire pas trop bien, mais pas trop mal quand même, j'espère. Tout compte fait, comme je suis chez moi et que j'enregistre ce cours tout de suite après avoir fait la sieste, j'aurais dû l'enregistrer, non pas en me mettant une chemise, mais en gardant mon pyjama vaguement troué. Comme ça, vous auriez pu voir vraiment un vêtement qui n'est pas joli. Mais donc, il y a des vêtements qui peuvent être plus ou moins jolis, plus ou moins artistiques. Le Tractatus, en ce qu'il est employé dans une langue naturelle, essaie d'être une œuvre d'art, et il est une œuvre d'art parce que comme un roman bien construit, comme sans doute, même si je suis nul en musique, je ne parle là que par ouï-dire, comme une œuvre musicale bien construite, il est construit de manière subtile avec des renvois qui sont imperceptibles dans une première lecture trop rapide, mais que l'on perçoit quand on le lit plus attentivement. Et ainsi, je pense qu'on va en rester là aujourd'hui sur la fin du 4003, et en quoi ça manifeste là la construction subtile du Tractatus. Après avoir indiqué donc que la plupart des propositions et questions des philosophes découlent de notre incompréhension de la logique de la langue, Wittgenstein donne un exemple. Elles sont du même type que la question: le bien est-il plus ou moins identique que le beau? Et là, je dis qu'on voit la construction subtile du Tractatus, et qu'elle m'apparaît de manière nette dans mes notes, parce que dans mes notes, juste au-dessus du 4003, et je vous l'ai lu un peu avant, en fait c'est surtout hier que j'ai développé là-dessus, mais je suis revenu rapidement là-dessus au début de l'heure. Identique comme adjectif qualificatif. Parmi les mauvais usages de la langue, les ambiguïtés de la langue, les mots qui dénotent de manière différente, qui sont en apparence employés dans la proposition de la même manière, Wittgenstein donnait comme exemple le mot identique, utilisé comme un adjectif qualificatif tout à fait ordinaire. Donc c'était le 3-3-2-3, et il revient sur cet exemple dans le 4-0-0-3,
sans dire qu'il y revient, les questions des philosophes sont du même type que la question le bien est-il plus ou moins identique que le beau? C'est une question que typiquement on se pose quand on prend un adjectif comme un adjectif qualificatif tout à fait ordinaire. Mais d'ailleurs, ce n'est pas simplement l'adjectif identique qui est pris comme un adjectif ordinaire, c'est aussi les mots bien et beau qui sont pris comme des mots ordinaires. En fait, là-dedans, on a un ensemble de non-sens. Est-ce que ça a un sens de dire que le bien est identique à, que le bien est plus identique que, toute la question ne vient pas simplement du problème de l'identité, mais du problème de l'emploi de bien, de l'emploi de beau. Là, la belle construction du Tractatus, ce qui me semble vraiment être un effet artistique de construction du Tractatus, c'est que néanmoins, même s'il y a des problèmes aussi pour le bien et le beau, problème éternel, ça remonte au moins à Platon, là-dedans, il y a un problème pour la structure de l'adjectif identique, l'emploi de l'adjectif identique. Le bleu Oxford est-il plus ou moins foncé que le bleu Cambridge? Structurellement, c'est pareil que la phrase « le bien est-il plus ou moins identique que le beau ?» Mais la première a un sens, même si je ne connais pas du tout les nuances entre le bleu Oxford et le bleu Cambridge et que je suis incapable de répondre à ma question. La deuxième, le bien est-il plus ou moins identique que le beau, n'en a aucun. En fait, Wittgenstein parle du bien et du beau parce qu'il est dans les propositions et questions des philosophes, mais il faut se rendre compte que même si on mettait des mots triviaux à la place du bien et du beau, on aurait une phrase tout aussi dépourvue de sens. Le bleu est-il plus ou moins identique que le rouge? Ça ne veut rigoureusement rien dire à cause du mauvais emploi de l'adjectif identique. Mais parler du bien et du beau vient donner à cette phrase dépourvue de sens à cause de l'emploi grammaticalement erroné de l'adjectif identique une apparence de profondeur qu'en fait elle n'a pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La suite, la semaine prochaine, la suite lundi prochain.